Donc bonjour à tous, merci pour d'assister à cette table ronde sur le thème de la reconversion du bureau, rénover et reconvertir, donc penser le futur du patrimoine tertiaire à l'heure du zéro carbone net. Donc on touche ici un thème qui est cher un peu aux architectes, il s'agit de construire la ville sur la ville, une thématique qu'ils ont longtemps défendue et qui est un peu disparue dans les discours au tournant des années 2000. Elle revient à la faveur des thématiques que nous connaissons tous, décarbonation, la loi zéro artificialisation nette, qui fait plus d'attention aux fonciers existants et qui sont des facteurs en fait qui encouragent la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui le recyclage urbain, par lequel on ne crée rien mais tout se transforme, pour reprendre un adage d'un physicien bien connu. Donc, selon un article paru la semaine dernière dans le Moniteur, chez mes confrères, la réhabilitation le terme recouvre de retransformation, il concerne à la fois la réhabilitation des bâtiments obsolètes, la transformation d'actifs, le changement d'usage et même la démolition, reconstruction, donc c'est très dense, la densification, la génération et la régénération des friches. On pouvait lire ça dans les colonnes de Moniteur Hebdo le 8 décembre 2023. Nous allons aborder le sujet en nous focalisant donc sur les programmes tertiaires qui sont eux-mêmes en plein bouleversement, ce qui est un peu un paradoxe puisque c'est une entorse un peu à ce que Louis Sullivan, l'architecte américain, disait, où il avait forgé la forme suit la fonction, donc l'adage fonctionnaliste qu'il avait écrit à partir du bureau est un peu bouleversé, puisqu'on va voir que tout peut devenir bureau ou redevenir autre chose, tout change. Les questions qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce qu'on peut créer, quel réservoir de mètres carrés de bureau, quelles heures de fabrication de bureaux va-t-on pouvoir créer par le recyclage ? Quel est l'intérêt de la rénovation pour du bureau, les impacts carbone, quelles sont un peu les zones concernées, et au final, est-ce que la transformation, est-ce qu'on va toujours avoir des produits de bureau qui sont 100% bureau ou mixtes ? Donc plusieurs thématiques pour lesquelles nous avons convié donc de ma gauche, je ne me trompe pas de gauche, de l'autre, pas l'autre, donc Axel Schonert, architecte de l'agence éponyme, Élodie Guay, directrice du pôle Opération Paris, Guillaume Debranche, responsable des programmes pour le groupe Gallia. Donc voilà. Et pour commencer, donc, il y a plusieurs façons de produire des mètres carrés tertiaires à partir de bureaux, à partir d'existants. La première, c'est sans doute la transformation. Donc ça, c'est une spécialité du groupe Gallia. Donc on va interroger en premier lieu Guillaume Debranche. Avant que vous nous en disiez plus sur cette question, est-ce que vous pourriez présenter un peu votre groupe et son activité ? Bonjour à tous. Donc Gallia, c'est une entreprise familiale qui a une quarantaine d'années. On est un peu plus de 30 collaborateurs. Et c'est avant tout une foncière. Donc on est aussi promoteur, mais on essaye de garder un maximum de choses dans notre parc en patrimoine. Et donc on est sur des actifs à grande majorité parisienne ou première couronne, avec des produits qui peuvent être du bureau, mais aussi du logement, de l'hôtellerie, des commerces. Et donc on s'est fait un peu une spécialité, enfin on va en parler après, de la reconversion de bâtiments, avec une attache assez forte à l'architecture, à faire des belles choses, et puis avec une dimension sociétale et environnementale, beaucoup d'usages au cœur de nos bâtiments aussi. Donc là, il y a quelques exemples d'opérations que vous avez en cours qui traduisent un peu ces changements d'usage et comment vous produisez des mètres carrés de bureau à partir de bâtiments qui ont une toute autre fonction au départ. Oui, donc là, ça c'est par exemple le projet de la rue Lamarck dans le 18e,
Donc c'est 13 000 m² de transformation d'un garage à la base. Donc un gros garage qui fait 16 000 m² et qu'on vient transformer complètement pour en faire un programme mixte avec du bureau, mais aussi des logements, dont une partie de logements en bail réel solidaire, une salle de sport et de la logistique urbaine. Là, on est sur une autre opération, donc vous verrez, on s'est fait vraiment une spécialité de cette transformation des garages parisiens et de leur redonner un nouveau souffle, une seconde vie. Là, c'est le projet de la rue Legendre dans le 17e. Alors, ce n'était pas qu'un garage, il y avait un garage, mais il y avait aussi un immeuble de bureaux et quelques immeubles de logement. Et on en fait aussi un projet mixte là, de 12 000 m². Il y a du bureau, il y a un hôtel, un boutique-hôtel 5 étoiles avec plusieurs restaurants et 2 000 m² de salle de sport. Donc ça, c'est PCA l'architecte. Ça, c'est PCA. Le projet d'avant, c'était Data, l'architecte. Je crois qu'il y a un troisième projet en illustration. Voilà, c'est le projet du Clos Malvar dans le 11e. Donc là, l'architecte, c'est H2O. C'est un projet qu'on a livré au début de cette année. Et donc là, on est sur un projet de 100% bureau. Il y a 3500 m² de bureau. C'est Deepkey, le locataire, qui l'occupe maintenant, qui a installé ses nouveaux bureaux dedans. Voilà. Et alors, comment vous choisissez, repérez ces immeubles transformables? Est-ce qu'il y a des candidats types? On voit qu'il y a aussi des cycles. Là, récemment, l'attention était beaucoup portée sur les immeubles de parking. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup des parkings. On ne fait pas que ça, mais on y trouve un réel intérêt parce que la voiture sortant des usages des Parisiens, on se retrouve avec certains actifs dans des quartiers bien placés qui ont un potentiel. Alors pas tous. Donc dans les candidats, ils ne répondent pas tous aux critères qui sont nécessaires. Donc bien sûr, il y a l'emplacement. Est-ce qu'il y a un potentiel à cet emplacement-là pour y faire quelque chose d'autre? Et il y a l'existant. Est-ce que, au niveau architecture et patrimonial, on peut en extraire quelque chose d'intéressant? Est-ce que pour ce qui est cas des parkings, est-ce que les hauteurs sous poutre, sous dalle vont permettre de faire un immeuble de bureau ou autre? Voilà, c'est les principaux critères. Parce que le but, bien sûr, c'est de conserver un maximum la structure, les façades, de s'inscrire là-dedans et de ne pas tout déconstruire pour reconstruire. Oui, comment vous conciliez le fait de garder un peu une identité du bâtiment avec les exigences un peu du bureau? Par exemple, pour ce projet que j'avais pu visiter, au départ, on a un parking qui remplit vraiment toute la parcelle sans laisser la moindre cour. Donc comment vous faites pour amener de la lumière? Comment vous négociez avec les voisins? Il y a beaucoup de sujets et c'est un peu toute la complexité et tout l'intérêt de ce type d'opération. La lumière, c'est un vrai sujet, c'est peut-être le sujet prioritaire parce qu'on est souvent sur des parcelles très construites, très denses. Là, par exemple, le projet de la marque qu'on voyait tout à l'heure, c'est une parcelle qui fait 3000 m² au sol, qui est vraiment construite tout autour. Donc on vient amener de la lumière, c'est vraiment le travail et l'intelligence des partenaires architectes qu'on a, mais on vient créer des patios, on vient capitaliser sur éventuellement quelques vues qui existent. Donc on perd de la surface quand on fait ça. Généralement, on essaye d'aller en retrouver en infrastructure et puis d'aller loger tout ce qui est technique en dessous. Donc ça, c'est un peu la grande organisation. Et puis après, pour les voisins, c'est le sujet de toute opération de promotion immobilière dans Paris. C'est toujours compliqué, mais on essaye d'expliquer, de montrer, d'expliquer aussi que demain, il y aura un bâtiment emblématique et beau à côté de chez eux et d'essayer d'éviter les nuisances pendant le chantier. Alors, quand vous repérez des biens, en fait, le programme final, comme vous agissez à la fois sur l'hôtellerie, le bureau et le commerce, en fait, ça peut changer. Comment vous établissez finalement la destination, vous arrêtez au bout d'un moment la destination que vous allez mettre en projet et déposer au permis? Il y a plusieurs choses qui viennent en ligne de compte. Déjà, qu'est-ce que nous permet le PLU? Ensuite, c'est des discussions avec la ville. Ensuite, c'est
aussi le bâtiment, qu'est-ce qu'il peut accueillir, et le quartier aussi. C'est-à-dire si on fait un hôtel 5 étoiles ou un restaurant ou des bureaux, ça dépend aussi d'où on se trouve. Donc on ne va pas choisir ça de la même façon. Donc c'est un peu tout ça qui fait qu'on arrive à une programmation. Parfois on a des preneurs assez en amont aussi, quand on ne le garde pas en patrimoine, et on peut aussi faire évoluer tout ça. Et on a cette agilité. Les cycles sont quand même assez longs, hein, donc on a cette agilité aussi d'être capable de faire évoluer un peu notre programmation en cours de projet, avec toutes les contraintes que ça apporte. Mais quand vous êtes sur des projets qui peuvent parfois durer 5, 6, 7 ans à sortir, on sait aussi changer ça de temps en temps en cours de route. Donc faut savoir être souple et pas trop déterminé. Déterminé à le faire, mais pas déterminé à sortir un produit particulier. Est-ce qu'il y a des immeubles, quand même, je reviens à ça, où vous dites non, c'est pas récupérable, est-ce qu'ils sont pas récupérables pour vous, ou pour une question d'usage, ou que vous jugez totalement intransformables? Oui, il y en a qui le sont, soit parce que l'objet peut être trop petit pour pouvoir aller détruire de la surface. Parfois, il y a des équations économiques qui ne fonctionnent pas aussi, tout simplement. Puis je reviens sur cette histoire d'auteur sous poutre, auteur sous dalle. Si vous êtes souvent les parkings, il y a des étages qui sont assez contraints. Si vous êtes obligé de casser la moitié de vos planchers, souvent vous n'avez pas la possibilité en termes d'urbanisme de les reconstruire. Donc ça ne fonctionne pas. Donc tous les actifs ne s'y prêtent pas. Et c'est un peu l'expérience de ces 10-15 dernières années qui nous a amené un peu à faire les bonnes sélections. Donc des difficultés liées au PLU, mais aussi des fois des bonnes surprises. Là, on ne le voit pas très bien sur les images du Clos Malvar, mais on voit tout en haut, sur la photo du projet rénové, la Grande Verrière. Et ça, vous l'avez retrouvé à partir d'un petit cabanon qui était au PLU. Vous pouvez nous expliquer un peu Oui, il y a des inspirations fortes qui viennent du bâtiment existant. On fait beaucoup de recherches aussi historiques. On fait vraiment des études historiques sur chaque opération. On y passe pas mal de temps. On se fait accompagner là-dessus pour aller vraiment retracer toute l'histoire du bâtiment. Et ça nourrit beaucoup notre travail et celui des architectes. Et on essaye vraiment d'aller capitaliser sur l'histoire et de remettre ça au goût du jour, en fait. Donc c'est vraiment, c'est pas, et d'ailleurs, c'est la même démarche que la construction. On casse pas pour repartir de zéro. C'est la même façon là. On vient s'inspirer de ce qu'était le bâtiment et de le remettre au goût du jour en termes d'usage et d'architecture pour les 50 prochaines années. Et donc, sur un projet comme ça, vous faites un concours d'architectes ou vous faites appel à un pool d'architectes avec lesquels vous travaillez? Et est-ce que l'architecte est indispensable? Là, je plaide pour ma paroisse. Alors, là, je vais commencer par la deuxième question. L'architecte est complètement indispensable. Nous, déjà, on n'a pas les compétences pour faire ça, nous. Et puis au-delà des compétences, tous les architectes n'ont pas la capacité de faire ça. C'est pour ça qu'on s'entoure d'architectes talentueux, parce qu'ils ont vraiment une très grosse partie du travail. Et quelle était la première question? Est-ce que vous faites un concours? Comment vous les choisissez? Oui, alors là, il n'y a pas de règle. On ne fait pas beaucoup de concours. Ça nous arrive sur certains projets, mais beaucoup, c'est des rencontres, des faisabilités sur un premier projet qui se passe bien, et après, il y a beaucoup de partenariats. Donc, il y a beaucoup d'architectes avec qui on travaille en récurrence sur nos projets. C'est pareil d'ailleurs pour les bureaux d'études aussi, enfin un peu toutes les équipes de maîtrise d'œuvre, puisqu'on apprend à se connaître, ils apprennent à connaître nos intentions, et voilà, ça fonctionne bien comme ça. Alors le choix géographique d'être plutôt sur Paris et première couronne aussi ou pas? Est-ce que ça veut dire que c'est dans ces endroits où les opérations sont rentables ou comment vous expliquez ce choix? Oui, l'équation économique parisienne, elle fonctionne bien parce qu'on a des niveaux de loyer en sortie ou de valorisation du bâtiment qui permet de résoudre cette équation financière d'un projet comme ça. C'est sûr qu'avec des niveaux si on parle de bureaux, avec des niveaux de loyer
Si on commence à s'éloigner de plus en plus de Paris, ça va moins bien fonctionner. Après, nous, on croit aussi beaucoup au bureau dans Paris, à la vie dans Paris. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on s'est fortement positionné là-dessus. Et dernière question, vous avez un seuil de mètres carrés que vous visez pour des opérations ou c'est au cas par cas? Alors, c'est au cas par cas. Je pense qu'on ne doit pas avoir vraiment d'opérations qui font moins de 2000 mètres carrés. Il faut quand même pas descendre trop bas pour y trouver des économies d'échelle et pour que ça soit intéressant. Après, le plus gros projet, c'est un peu celui de Legendre, là, les 12 000 mètres carrés et les 13 000 de la marque qu'on a vu. Je pense qu'on serait capable de faire plus gros aussi. Après, il faut quand même qu'on reste sur des objets à la fin qui ne soient pas trop mastoc. Voilà, donc c'est à peu près la fourchette dans laquelle on se trouve entre 12 000 et 13 000 aujourd'hui. Merci pour cet éclairage. Maintenant, on va passer, on va interroger, ça c'est, voilà, on reviendra dessus. Axel Schonert, donc vous êtes architecte et spécialisé, vous êtes très spécialisé dans la transformation de bureaux obsolètes. Ça, c'est une autre façon de former du bureau. Donc, pouvez-vous nous dire déjà, présenter un peu votre agence et nous dire un peu l'intérêt de ces opérations? Elles répondent à quel type de cycle? Quand est-ce qu'on vous demande d'intervenir? Dans quel état vous trouvez un peu les bâtiments sur lesquels vous intervenez? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer? Jusqu'où vous pouvez aller? Comment on met un bureau standard un peu contemporain? Merci Olivier. Bonjour tout le monde. Donc, avant que je fasse une petite présentation, je vois que vous travaillez avec beaucoup d'architectes avec beaucoup de talent. Donc, peut-être un jour, on peut faire ça aussi. Hein. Donc, l'agence s'appelle Axel Schonert Architects, ASA. On est à Paris, on est une quarantaine de collaborateurs. On travaille beaucoup sur Paris, région parisienne, mais aussi en Europe ou ailleurs. J'adore Paris, j'adore travailler à Paris, même si c'est plus en plus compliqué. On fait plein de différentes opérations, évidemment beaucoup de bureaux, mais aussi logements et des résidences étudiantes, des choses comme ça. Et quand on travaille à Paris, évidemment, on se retrouve toujours avec des bâtiments existants. Donc, pareil, on fait en première chose, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec l'existant, on fait une recherche historique, on veut se faire inspirer par des choses qui sont là, et on démolit seulement des choses qui sont vraiment nécessaires à démolir. Donc, en principe, en plus, aujourd'hui, maintenant, vous connaissez tous le futur PLU bioclimatique qui va encore rajouter des obstacles ou des freins pour juste démolir. Donc moi je trouve en principe c'est des très bonnes idées parce que je suis sûr qu'en restructurant des bâtiments existants et éventuellement densifier aussi, on peut encore développer des choses sans démolir. Donc par exemple là vous avez on appelle ça le UFO, Unique Flexible Office Space, qui était dans le 2e arrondissement. C'était un bâtiment presque abandonné, une magnifique architecture de béton préfabriqué des années 60 que la commission de Vieux Paris adorait. Et finalement, en prouvant qu'il y a beaucoup d'amiante sur la façade et que la trame ne fonctionnait pas, etc. Donc on a refait un bâtiment complètement neuf, mais on a gardé presque 100% des planchers existants et on a revitalisé toutes les toitures pour faire des jardins, etc. Pour nous, aujourd'hui, tout se tourne autour de empreinte carbone. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec la récupération? Déjà, on fait une audit de tout ce qui est existant. On fait maintenant du troc entre les différents promoteurs et architectes. Il y a des plateformes pour ça. On vend évidemment des choses qui sont faciles à vendre, c'est des coffres qui ne sont pas trop vieux, des châssis de portes, des choses comme ça. Mais aussi, on récupère de la matière sur place, le béton, et on fait des gainages avec pour le rajouter sur la végétation. Et nous, ça fait très longtemps, je suis un peu d'origine allemande, donc le recyclage et le vélo, je l'ai appris déjà à l'école. Je n'ai pas de choix, c'était comme ça. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus dangereux à Paris parce qu'il y a tellement de vélos. Avant, c'était moins dangereux, mais je trouve que c'est génial. Et voilà, le Covid aussi, je pense, il nous avait fait réfléchir.
Et je pense que la façon de faire les bureaux aujourd'hui, ça a changé. On veut avoir plus des espaces libres, on a besoin des espaces des terrasses pour se détendre, etc. Donc tout ça, c'est dans nos projets depuis toujours. Tu vas un peu trop vite avec les photos. Tu peux prendre la... Merci. Je fais comme ça. Ouais. Alors, les certifications, c'est énorme et on essaie de faire un bâtiment aujourd'hui, il a toujours deux cycles de vie. C'est la construction, la restructuration, donc une période très importante en impact CO2. Et la deuxième, c'est la durée de vie. Donc déjà, on essaie de diminuer pendant la construction l'empreinte CO2 maximum et que le bâtiment devient neutre sur la durée de vie. Donc pour ça, on essaie de trouver aussi des alternatives pour la production d'énergie. Donc évidemment, Climaspace CPSU à Paris, c'est des choses intéressantes, mais même ces sources-là, ils produisent de l'énergie pas très propre. Donc l'idée, c'est aussi comment je peux réduire déjà la consommation, parce que la chose la plus importante pour la réduction de la consommation, c'est de ne pas consommer déjà à la base. Donc des bonnes isolations et l'architecture qui commence à retourner un peu sur ses bases en disant, voilà, qu'est-ce que je fais? Le soleil est là, je ne fais pas une boîte en verre devant le soleil. Comment je peux ventiler? Donc tout ça, les vieux réflexes commencent de réapparaître, heureusement. Et évidemment, après la production énergétique, évidemment, photovoltaïque, à Paris, ça ne marche pas très bien, mais on fait par exemple aussi la géothermie sur de nouveaux projets pour ne plus être connecté avec aucun réseau urbain. Les façades, par exemple, ça c'est UFO toujours, c'est le siège du Bon Coin dans le 9e. Les façades rues sont très exposées, donc on a traité complètement différente avec le soleil. On met des protections solaires à l'extérieur motorisées pour bloquer le soleil dehors et pas à l'intérieur. Les côtés jardin, ils sont nord et il n'y a pas très peu de soleil. Donc là, on a passé sur des vitrages toute hauteur, mais tous les deuxièmes éléments et les ouvrants je suis toujours pour les façades ventilées qu'on peut ouvrir. Sur le 31 Colisée, par exemple, c'est la même chose. Là, c'est un bâtiment années 60 avec des hauteurs extrêmement basses, 2,60 m. Voilà, qu'est-ce que je fais? Donc, on a dit, on ne met aucun faux plafond, mais on met la technique en façade. Donc, en principe, chaque deuxième tram, on a un de traitement d'air pour amener l'air chauffé ou refroidi dans l'immeuble. Et on fait des vitrages toute hauteur pour que les gens oublient un peu ce plafond assez bas. Ça, c'est la cour intérieure. Pareil, on a retravaillé des jardins, des terrasses partout pour les gens aiment être dans cet immeuble-là. Sur 17 Hoche, qui est un bâtiment plus petit, donc taille critique, oui, 1000-2000 m², c'est déjà compliqué. Plafond bas, pas de lumière, donc on a essayé de retravailler toute la façade et on a négocié avec la ville de rajouter un rooftop et on a supprimé toutes les installations techniques sur la toiture pour mettre une salle de réunion ou un chill-out avec des jardins. Olivier, tu peux me poser des questions si je parle trop. Hein. Oui, je te couperai parce qu'il quand il le faut. Sur Charonne, ça c'est un projet qu'on fait en ce moment avec Covea, c'est dans le 11e. 100% des surfaces sont asphaltées. Donc, première chose, on va supprimer tout l'asphalte, on va créer des jardins partout. Moi, je donne, par exemple, à mes équipes un challenge. Aujourd'hui, avec la réglementation bioclimatique, etc., la récupération de l'eau pluviale ou ne pas dégrader la situation comme elle est aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas assez. Je dis, on devrait récupérer 100% de l'eau pluviale, même si ce n'est pas réglementaire, pour avoir des stockages. Évidemment, ça coûte plus d'argent, mais on doit réinsérer l'eau pluviale dans la nappe. On va avoir des pluies beaucoup plus violentes dans le futur et moins. Et les systèmes canalisation, etc., ils ne sont pas équipés pour et ils ne seront pas équipés ni dans 10 ans. Donc je pense que les architectes, aujourd'hui, ils ont un rôle beaucoup plus important sur la durée de vie ou le développement durable d'un projet qu'avant. Donc il faut aller même plus loin que la réglementation. Des parkings, par exemple, on les récupère aussi souvent sur les immeubles. On rajoute des parties communes, on fait des salles de gym, des spas, ou on casse des planchers pour amener la lumière du jour dedans. Donc tout ça, c'est très bien. Les PLU des villes périphériques de Paris, Neuilly, etc., ont des PLU qui sont encore assez
anciennes. Donc là, on fait un projet, je voulais supprimer les parkings pour faire des choses superbes. Eh ben non, ils me demandent même de rajouter encore des places de parking, que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas de place. Donc il faut qu'on achète des places de parking dans des parkings publics. Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'on est quand même dans le Grand Paris aujourd'hui, qu'il faut qu'on devrait avoir un PLU qui est un peu plus unifié, spécialement sur ces objets-là. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'immeubles de bureaux que tu réhabilites qui sont un peu sur des standards années 60 assez basiques. Ce qui me frappe un peu dans toutes ces transformations et dans les immeubles de bureaux qui sont dans le centre de Paris, c'est que je trouve qu'il y a une grande convergence avec l'hôtellerie à laquelle je m'étais intéressé. Donc on exploite maintenant tous les espaces des cours, on les voit, on exploite aussi les rooftops, on trouve des halls. Ce qui signifie aussi souvent devoir casser des planchers, devoir peut-être perdre de la surface. Mais on en retrouve aussi par ailleurs. Comment on trouve un équilibre entre cette amélioration qui passe par de la démolition et toujours garder quand même des mètres carrés qui font que l'opération reste rentable? Alors, aujourd'hui, les codes architecture, ou plutôt les codes architecture intérieure, ils sont en train de fusionner depuis des années maintenant entre le coworking, working, bureau, hôtel, logement, etc. Donc, évidemment, on est un peu sur ces tendances-là. Et je trouve aujourd'hui, les clients, donc les fonciers ou les promoteurs, ils ont changé un peu d'attitude en disant, OK, on n'est pas à la chasse du dernier mètre carré, mais plutôt, on veut des mètres carrés qualitatifs. Donc, mieux avoir un peu de moins, mais toujours première vue. Plus de terrasses, plus de jardins, etc. Parce que c'est, évidemment, je peux dire, tu vas louer mieux. Ça marche toujours. Si le loyer, évidemment, un bâtiment vide ne vaut rien. Donc, il faut avoir un locataire. Donc, par contre, aujourd'hui, les locataires, ils sont aussi venus beaucoup plus exigeants. Sur un bâtiment, ils veulent avoir des bâtiments top à ces prix-là. Donc, ils veulent avoir une consommation énergétique faible. Ils veulent avoir des espaces extérieurs. Donc, en principe, tout le monde est conscient que créer encore le 10% de mètres carrés parce que le PLU le permettra dans cette zone-là, ce n'est pas nécessairement le but. Et en plus, on sait, voilà, si on est vraiment à fond sur ce mètre carré, en instruction permise, ça n'aide pas nécessairement. Il faut plutôt raconter une histoire cohérente du bâtiment existant et qu'est-ce qu'on veut faire. Et évidemment, opération mixte, on fera aussi. La restructuration du bureau en logement ou en hôtel, ça marche. Plus je quitte le centre de Paris, plus le prix foncier baisse. C'est jouable. Évidemment, au centre de Paris, c'est très compliqué parce que le foncier est trop cher. Mais nous, on travaille par exemple à Saint-Denis, à côté du village olympique, avec l'agence Stretchco, sur la restructuration de la Tour Playel, qui est un immeuble de bureau. Et on fait un hôtel avec 700 chambres qui va ouvrir pour les Jeux Olympiques, avec tout un village autour. Donc, il y a une revitalisation dans une zone, plus la gare Lumière qui est à côté, avec les 14 et d'autres lignes métro. Ça sera vraiment un agrandissement de Paris en 2024. Très bien, merci Axel. Donc, on va maintenant passer la parole à Elodie. Donc, Elodie Gay, vous travaillez pour... vous pouvez prendre la télécommande aussi pour... Donc vous êtes directrice métier aménagement pour Cardam. Vous pouvez nous présenter un peu le groupe Cardam qui traite en fait un peu tous les métiers un peu dans une... Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe Cardam est spécialisé dans l'immobilier professionnel. C'est un groupe qui a un peu plus de 30 ans, qui a différents métiers, différents secteurs d'activité. Donc on intervient sur les marchés principalement du tertiaire, mais aussi de l'hôtellerie, de l'éducation, de l'industrie, de la logistique. Et puis différents métiers à nos côtés. Donc moi, je représente effectivement le métier de l'aménagement, vous le disiez. Pour autant, on a à nos côtés des métiers du conseil, les métiers de l'architecture. On est un des 10 plus grands cabinets d'architecture de France. Et on a aussi des équipes d'ingénierie. On a aussi des équipes d'ingénierie à nos côtés. Et puis, plus récemment, on a fait l'acquisition d'une ESN. Donc, on a à nos côtés des équipes digitales qui nous accompagnent et qui nous conseillent et qui proposent des solutions à nos clients dans le cadre des aménagements et des réaménagements que l'on peut proposer. Donc, vous, votre domaine d'action, c'est plutôt l'aménagement
de plateaux, de bureaux, tout ça, L'aménagement de bureaux, effectivement, ou le réaménagement Ah d'espaces bureaux pour le compte de clients qui peuvent être des PME, des ETI ou des grands comptes du CAC 40. Alors on était souvent sur le bureau, c'était un produit très standardisé avec des trames très définies, des profondeurs définies, même s'ils ont pu varier pendant des époques, des hauteurs sous plafond que vous connaissez tous. Là, dans le cadre de transformation, on pense rarement, on pense en premier lieu à la transformation du bâtiment, aux métamorphoses de bâtiments comme peuvent le montrer les projets de Gallia, Schönert. J'avoue, j'ai pensé moins à l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur, alors que sur des parcelles, on a aussi des espaces peut-être moins typiques, moins standards du bureau. Comment vous intervenez dans ces espaces et comment vous faites aussi des bilans pour trouver un peu aussi le bilan carbone, est-ce que vous faites du réemploi, quelles sont les problématiques dans les intérieurs que vous rencontrez? Alors, on a effectivement une démarche globale qui est liée justement aux différents métiers qui sont ceux de Cardam. En amont d'un projet, on a généralement un client. Alors, on intervient aussi pour les investisseurs, mais on intervient beaucoup pour les utilisateurs. Pour le compte de ce client, on va en amont du projet mener différents diagnostics, des diagnostics spatiaux, des diagnostics techniques, qui vont nous permettre en fait de mesurer les potentialités et les contraintes du bâtiment. On va pouvoir aussi accompagner nos clients propriétaires dans l'application du décret tertiaire et leur faire des prescriptions techniques pour pouvoir mettre en œuvre les solutions qui permettront de limiter les consommations énergétiques. On va, en phase de conception, accompagner nos clients dans des prescriptions architecturales issues de l'économie circulaire, en interface avec des plateformes de réemploi. On a une business unit qui est spécialisée dans la distribution de mobilier. On va aller sourcer des solutions de mobilier de seconde main pour proposer à nos clients des solutions responsables en termes d'aménagement. Et puis, pendant toute la durée du projet, on va mesurer le bilan carbone de l'opération en amont, suivant les prescriptions, en aval, une fois la réalisation réalisée. On va mettre en œuvre des chartes chantier responsables pendant toute la durée de la construction. Et puis, a posteriori, on va mesurer ces KPI et on va mesurer quels vont être nos résultats, au-delà des résultats financiers, mais quels vont être nos résultats extra-financiers sous l'angle de la transformation d'offres ACV, sous l'angle de la transformation de prescriptions traitant de l'économie circulaire, ou encore sous l'angle des pourcentages de BSD récupérés sur les chantiers en phase de construction. Alors, comment ça se passe concrètement le réemploi sur un chantier de recyclage de bâtiments? Vous faites des diagnostics, qu'est-ce que vous récupérez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réinjectées dans le bâtiment existant ou ça part ailleurs? Alors, en amont de nos projets, on fait effectivement des diagnostics PEMD, c'est-à-dire produits, équipements, matériaux, déchets, pour identifier les éléments qu'on saura récupérer sur ce chantier ou qu'on saura récupérer sur d'autres chantiers. Il y a forcément très souvent des problématiques de planning, c'est-à-dire qu'on va aussi souvent aller chercher des produits sur un autre chantier pour alimenter le chantier sur lequel on est. On a eu parfois des clients qui se sont croisés en nous disant, un client qui nous dit je veux évacuer tout mon mobilier mais je veux qu'il soit recyclé, récupéré, un client qui nous dit je veux du mobilier de seconde main. Ça se joue vraiment à des timings très particuliers, donc d'où l'intérêt d'avoir des plateformes plus larges où on va pouvoir aller sourcer et rééquiper les chantiers entre eux, entre guillemets, pour que ce soit une base de données globale. Alors, je pense à un cas qui est peut-être un peu particulier, mais lors de la transformation de la préfecture à Morlan, on s'est retrouvé avec beaucoup de radiateurs à eau chaude. C'est, à ma connaissance, pas quelque chose qu'on utilise dans les bureaux aujourd'hui. Et plus généralement, vous trouvez face à des produits qui sont soit obsolètes au niveau de la réglementation, ou de l'usage, ou de leur état. Comment vous procédez alors ? On a effectivement, nous, sur le métier de l'aménagement intérieur et sur le métier, on va dire plutôt sous l'angle architectural, on a des problématiques sur effectivement du sourcing de moquettes. C'est un des produits qui est le plus souvent recyclé et sourcé sur les plateformes.
Et on rencontre parfois aussi des problématiques de conformité avec des labels, des certifications que le client va rencontrer. Donc il faut trouver le bon produit, avec la bonne esthétique, avec les bonnes qualités techniques. Effectivement, ça complexifie énormément ce travail de réemploi. Dans la transformation de logement, de bureaux en logement, c'est souvent, les architectes aiment bien ces opérations parce qu'il y a des espaces atypiques. Ça arrive aussi dans la transformation de biens en bureaux. Je pense en particulier au Clos Malvar, qui est ce parking transformé par Gallia, où il y avait un système de parking à niveau décalé. C'était un procédé breveté dont j'ai oublié le nom. Et vous trouvez aussi face à des espaces un peu atypiques comme ça, comment vous gérez l'aménagement? Est-ce que c'est un plus aussi, quelque chose et aussi dans un contexte où on voit que les modes de travail changent, donc c'est une double équation qui est peut-être un peu compliquée à résoudre. Comment vous anticipez? Alors effectivement, on part de 2 points d'entrée. Le bâtiment lui-même, ses potentialités, ses contraintes, et puis le besoin du client, les usages, les modes de travail. Et c'est ces 2 points d'entrée qu'il nous faut réconcilier. Et parfois en proposant des solutions qui sont des espaces purement tertiaires, parfois en répondant à des demandes de clients qui peuvent être, pour des clients propriétaires, j'ai une sous-occupation de mes surfaces, des surfaces purement tertiaires. J'ai en parallèle des espaces que je vais louer à l'extérieur pour faire de la formation. J'ai des logements, des hôtels que je vais prendre en charge pour mes collaborateurs quand ils viennent de région. On a un client qui nous a interrogé sur « Et du coup, qu'est-ce que je fais de mes mètres carrés? Proposez-moi une solution pour qu'on reventile cette répartition des surfaces, que je conserve les surfaces tertiaires qui me sont nécessaires, qu'une partie soit réemployée pour en faire du coworking ou du corpo-working pour mes collaborateurs quand ils viennent sur le siège à Paris, et une autre partie pour y déployer des studios qui permettront d'optimiser les charges et d'accueillir et de créer du lien avec tous ces différents usages au sein même d'un bâtiment. » Parce que le bureau, l'immeuble de bureau, c'est un peu quand même une citadelle jusqu'à ces dernières années. Donc on badge à l'entrée, il y a des portiques, des contrôles d'accès. On voit que dans les bureaux en ville, notamment, on prévoit parfois des dispositifs, pas toujours utilisés si le preneur veut prendre tout l'immeuble, mais de faire des boutiques en rez-de-chaussée. On a l'impression qu'il devient un peu plus poreux, on s'achemine vers une certaine mixité. On réfléchit effectivement aujourd'hui les surfaces de bureaux à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle des autres usages qui sont potentiellement proposés à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier. On va conseiller nos clients sur la prise à bail de tel ou tel immeuble en fonction de ses besoins, en fonction de ce que le quartier, de ce que le bâtiment peut lui offrir. Donc c'est effectivement une réflexion bien plus globale que les 500 ou 1000 mètres carrés qu'on va prendre à bail. D'accord. Alors c'est une question un peu générale. Pour la mixité, vous la voyez arriver Axel ou Guillaume, dans vos projets? Nous, complètement, elle fait partie de la programmation. Alors déjà, c'est déjà une imposition même du PLU sur beaucoup de parcelles. Et puis après, au-delà d'être une imposition réglementaire, ça a du sens. Donc sur les projets qu'on vous a présentés tout à l'heure rapidement, on a complètement cette mixité. Et par exemple, sur le projet de la rue Lamarck, alors certes, il y a 9000 m² de bureaux, mais dans ces 9000 m² de bureaux, il y a un coworking qui est ouvert sur le quartier. Il y a 1500 m² de salles de sport qui sont ouvertes sur le quartier. Il y a 3000 m² de logements, avec aussi bien du logement libre, entre guillemets, que du logement en bail réel solidaire. Et tout ça vit en fait conjointement, parce qu'il y a une... On n'avait pas beaucoup d'images du projet, mais il y a une rue commune à l'ensemble de ces usages qui se mélangent. Et c'est très riche. Oui, nous, on voit ça aussi. Je pense que la mixité, c'est faisable à une certaine taille. Parce qu'évidemment, il y a plein de réglementations qui sont contradictoires. Quand j'ai des logements, des bureaux, etc. Après, il faut pas dévaloriser un bien qui un investisseur a acheté un bureau et tout d'un coup, il se retrouve avec une pastille bleue qui disent voilà, la prochaine fois vous faites un permis, c'est du logement. Donc ça, je pense que c'est une approche un peu brutale. Il y a déjà une histoire, par exemple sur Charonne, on crée un socle qui serait poreux. Donc les jardins, ils sont accessibles par le public parce que ce sera des commerces au rez-de-chaussée
Et le rez-de-chaussée, ils ont des accès sur le jardin, donc il y a des terrasses. Donc déjà, ça change pas mal l'image d'un immeuble qui est fermé avec contrôle d'accès, etc. Après, il y a des coworkers qui sont toujours, soit c'est un peu EAP, établissement reçoit public, ou pas, ça dépend du coworker. Ça aussi, ça crée une activité. Mais par exemple, le UFO, qui était dans le rue de Jonner, etc., ça changeait complètement la vie du quartier, parce que c'est un bâtiment d'une certaine taille. Ça amenait une population nouveau, jeune, dans le quartier, qui était un peu endormi, et finalement, tous les quartiers se développaient. Donc, il y a des commerces qui sont venus dans les rez-de-chaussée, il y a du logement qui se fait rénover. Donc, tout le quartier, là, il a bougé, parce que c'est un immeuble purement bureau, mais avec des fonctions du socle qui étaient transparents pour eux. Et il y a d'autres opérations, par exemple, dans le Faubourg Saint-Honoré, là, c'est des choses souvent, ils traînent un peu de logement dans la parcelle, que les investisseurs, ils ont ignoré ou ils ne savent pas. Et nous, on a dit, maintenant, je pense que ça sera mieux de faire 2 bâtiments. Un bâtiment logement sur la parcelle, en jardin. On construit un bâtiment en bois, structure bois, carbone très très faible. Et on restructure un immeuble de bureau. Donc ça, c'est une mixité qui est intéressante. Après, je suis absolument pour la mixité à partir d'une certaine taille, parce que personne n'a envie d'avoir des quartiers de bureaux ou des quartiers de logement. En plus, on veut tous avoir des trajets courts. C'est aussi un discours de la mairie. Évidemment, il faut créer des logements, mais il faut c'est dans un bon sens et pas forcé par des réglementations comme ça. Alors, il y a un petit paradoxe quand même qu'on voit sur les bilans carbone qui prévoient des bâtiments, un cycle de vie sur 50 ans, et les baux commerciaux qui sont sur du 3-6-9, dans un contexte, donc, comme on dit, de mutation du travail. Donc, Élodie, comment le temps quel temps dure un aménagement de bureau en lui-même, et oui, comment vous résolvez ce paradoxe, et est-ce que dans l'aménagement on peut aussi intégrer ces mutations qu'on ne connaît pas, comme vous dites maintenant le coworking, mais c'est peut-être une mode qui passera dans quelques temps, il y aura peut-être autre chose. Vous, quelle prospective vous faites autour de ça ? Alors en fait, effectivement, même si on pense les usages et on a cette vision de temps court sur l'aménagement de bureaux, on pense des usages de plus en plus flexibles, on pense des espaces de plus en plus flexibles pour répondre aux évolutions des modes de travail. Effectivement, quand on mène nos opérations et quand on réalise nos bilans carbone, on les pense pour des aménagements qui vont durer 6 ans, mais pour autant on les calcule sur un immeuble qui va vivre pendant 50 ans. Donc on intègre cette donnée globale dans nos calculs. Pour autant, on pense flexibilité, on pense modularité et on pense hybridation et mixité. Parce que l'obsolescence... elle guette aussi l'immeuble de bureau un peu de tous les côtés. On pense à l'informatique, déjà avant on avait des ordinateurs, l'écran prenait la moitié du bureau, maintenant ils sont plats, il y a le télétravail, le flex office, tout un tas de choses qui font que c'est un panorama changeant. On reste effectivement, on a besoin justement de ce réseau de partenaires pour pouvoir faire en sorte que les solutions d'un dossier puissent répondre aux attentes d'un autre projet et pour pouvoir mettre en place tout un réseau de collectivités et de partenaires qui puissent se répondre et qui puissent répondre aux attentes des différents clients. Parce que c'est aussi paradoxal de penser à l'usage de plus tard, mais il faut quand même qu'on ait un usage maintenant. Donc... Par exemple, effectivement, sur cette question de la mixité et de l'évolution des usages, on a le club Cardam, qui est un club qui est interne à la société, qui a travaillé avec 5 grands représentants de chez nos clients et qui a travaillé justement sur cette intensification des usages. Sur le constat qu'on a des espaces qui sont utilisés de manière différente en fonction des grands temps de l'année, mais aussi en fonction des temps de la semaine. Et en fait, il y a une
réflexion qui a été menée sur comment on peut renforcer, comment on peut intensifier l'utilisation des bâtiments et donc les rendre plus rentables, mais sous l'angle du collaborateur qui va trouver les solutions dont il a besoin. Donc le P de People, sous l'angle forcément de la rentabilité économique, puisque du coup l'immeuble est utilisé à tous les grands temps de l'année. Donc là, on parle du P de profit. Et aussi, effectivement, on parle aussi de la durabilité, on parle aussi de la planète. Et on propose, en fait, on imagine des solutions où le mardi, on a des pics de venue. Donc du coup, on va imaginer que l'intégralité des surfaces de bureaux soit dédiée à l'entreprise, que le vendredi, on constate tous que les espaces sont sous-occupés. Comment on va faire pour ouvrir cette entreprise, une partie d'un plateau, à des espaces tiers, à une sous-location, par exemple, à un coworker, et comment le samedi, on va même imaginer que le quartier, que la ville puisse rentrer dans le bâtiment et puisse occuper une partie des surfaces. Donc on répond à cette question de mixité, aussi de vision à plus long terme. Donc ça, c'est une transformabilité qui est immédiate, disons, ça peut se faire tout au long de la semaine. Il y a celle du plus long terme. Par exemple, Axel Schoener, vous aviez imaginé dans UFO de faire des boutiques au rez-de-chaussée. Vous pouvez nous en parler, et y compris du fait qu'elles n'ont finalement pas été utilisées, mais qu'elles peuvent l'être encore? Oui, alors effectivement, nous on a proposé que tout le socle sera des surfaces commerciales. Et on a fait tout pour avoir des petites unités de commerce. Donc, je crois que c'était des boutiques entre 50 et 100 mètres carrés, avec tous les accès, avec tous les escaliers, etc. Et finalement, le Bon Coin, elle a tout pris. Mais moi, j'ai conseillé à l'époque les propriétaires de ne pas suivre ces sirènes qui disaient voilà, on va le supprimer les commerces. On pourrait le faire parce qu'il est que en bureau. Parce qu'une fois c'était bureau, c'est très compliqué de rechanger, etc. Donc on a gardé ces entités-là parce que si finalement ils changent d'avis, ils peuvent toujours réaménager des commerces. Mais ils ont quand même amené au rez-de-chaussée un socle un peu peureux avec une partie restauration. Qui donne un peu de vie vers la rue. Mais aujourd'hui, tous les immeubles bureaux qu'on fait, le service, le socle service devient une chose très importante. Donc en principe, on dit voilà, on est prêt à sacrifier 1000 m², sur Charonne c'est presque 2000 m², d'un socle qui sera aménagé par peut-être un prestataire qui amène tous les services de la conciergerie, de sport, la restauration, une zone EAP pour amener des gens d'extérieur. Donc le socle aménagé en service, ça devient une chose très importante. Et une autre chose, avec la durée de vie des bâtiments, nous on travaille aujourd'hui tous en BIM ou en une façon de BIMable. Et la construction, donc on va plutôt dans le sens d'avoir beaucoup des éléments préfabriqués. C'est pas négatif, hein, ça veut dire on coule pas trop de béton sur place, ça peut être une structure en bois, parce que la technique, la réglementation va tellement changer encore dans le futur, donc il faut avoir des bâtiments réversibles. Donc on fait toujours un plan, je peux faire des logements un jour, évidemment si j'ai investi des millions aujourd'hui, on va pas le changer en 5 ans en logement, mais on peut le faire. Et aussi, si je veux changer la technique, je peux la faire sans démolir énormément de choses. Donc la réversibilité d'un bâtiment, c'est extrêmement importante. Et évidemment, on a créé une fonds de dotation qui s'appelle ESICA, c'est la déesse du bois, pour travailler avec des chercheurs de promouvoir des produits alternatifs, spécialement en bois, dans le chantier. Donc je pense que toute cette industrialisation avec les BIM pour les constructions, restructuration bâtiment neuf évidemment, mais aussi dans la restructuration, c'est très important pour répondre à ce changement dans le futur. Et Guillaume, chez Gallia, comment vous envisagez le coût? Vous gardez des immeubles en gestion pendant longtemps, donc est-ce que vous envisagez leur évolution ou en fait est-ce que c'est aussi tablé à 50 ans? Je pense qu'on ne savait pas ce qui allait se passer il y a 20 ans, donc ou est-ce que c'est trop hypothétique et vous pensez vous avez toujours trouvé des ressources pour transformer le moment venu, ou est-ce que vous intégrez des choses déjà, vous anticipez, vous imaginez des scénarios? On est quand même plus sur l'instant présent. On essaye de bâtir des bâtiments pour les prochaines années efficients,
Après, en toute transparence, les bureaux, on n'intègre pas aujourd'hui de les transformer en logement ou autre. Après, comme c'est notre savoir-faire aussi de passer d'un usage à un autre, on saura le faire, mais on est quand même focus sur l'usage du moment. Donc en fait, on pense que c'est nouveau, mais dans les années 90, suite à la crise du bureau, il y a eu des grandes politiques de transformation de bureaux, du moins en logement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais en venir. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, habiter dans ces immeubles transformés, est-ce que c'est aussi un atout pour les gens, les clients qui veulent louer des appartements? On a vu qu'il y a une foncière qui s'est installée dans des immeubles rénovés. Est-ce qu'il y a un plus d'identité? Comment vous faites aussi pour garder un peu l'histoire? On voyait sur une des slides le béton que vous aviez gardé, un peu les traces de l'avant. Et là aussi, comment on renonce peut-être on change un peu de paradigme et on n'a plus l'aménagement parfait, mais on garde aussi des accidents qui font partie un peu de l'identité du bâtiment. Bah là, j'illustre avec le projet de Legendre. Voilà, on essaye de garder des points forts de l'identité initiale du bâtiment. Là, dans ce parking, on a joué notamment avec la rampe existante qui est hélicoïdale et qui dessert tout le bâtiment et qui permet d'être demain la colonne vertébrale en fait, qui va alimenter les différents plateaux et autres. Sur celui-ci, de la même façon, il y avait, tu en parlais rapidement tout à l'heure, le bâtiment, c'était des demi-plateaux en fait, à peu près 1 mètre de hauteur différents d'un plateau à l'autre et qu'on a gardé ouvert. Et donc l'architecte a créé des lieux de passage en fait, d'un plateau à l'autre et a fait un système de gradins qui sert d'espace de vie et autres. Donc moi je pense qu'il y a une vraie recherche aussi on arrive à trouver des bonnes réponses et ça parle aux utilisateurs. Je sais que Deepkey, qui est le locataire de cet immeuble du Clos Malvar, ça faisait partie de ses choix sur le bâtiment de s'inscrire dans quelque chose qui avait une histoire et puis dans quelque chose à qui on avait donné une deuxième vie en fait. Et ils sont allés eux jusqu'au bout de l'exercice après justement dans leur aménagement preneur à utiliser du mobilier de seconde main et autres. Voilà, donc la boucle était bouclée. C'est un type d'utilisateur pour l'instant qui vient, parce qu'on voit UFO, c'est le Bon Coin, là Deepkey, c'est une autre start-up. Est-ce que les entreprises plus classiques, entre guillemets, viennent ou sont plus réticentes? Moi, je pense que de plus en plus d'entreprises y viennent. Après, il y a toujours des précurseurs dans la vie. Et je pense qu'on n'est déjà plus au stade du précurseur, mais on est au stade où ça s'installe tranquillement, y compris dans les grands groupes, les entreprises plus institutionnelles et traditionnelles. Confirmé? Oui, on confirme. On a effectivement des grands groupes et on a reçu encore cette semaine des appels d'offres immobiliers avec l'intégralité du mobilier à les sourcer en seconde main. Donc, toutes les entreprises se mettent le pied à l'étrier sur le domaine. Donc on ne gardera pas ces bureaux vides si on fait de la transformation. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Quelqu'un veut intervenir? Une demande de précision Une dame, là. Attendez. Est-ce que l'on climatise les bureaux? Alors, je commence. Oui. Par contre, je rêve que bientôt à Paris, on peut avoir des immeubles bureaux à ce niveau de loyer sans climatisation. C'est compliqué, mais je pense que c'est faisable. Mais par exemple, sur Samor, c'est un projet de rue Samor, on a conçu un bâtiment qui n'a pas de climatisation de base. On a fait des mesures conservatoires pour dire, voilà, si quelqu'un veut... En plus, ce n'est pas la climatisation, hein, parce que c'est toujours un mot un peu trompeur. On fait du rafraîchissement. Donc, en principe, si je crois les règles, si c'est 34 dehors, on est moins 4 degrés, quelque chose comme ça. On essaie d'éviter ça aussi, mais vu les exigences des preneurs et le niveau de loyer, c'est très compliqué. Mais on fait déjà tout pour qu'on réduise ça et dit voilà, c'est plutôt un placebo en disant voilà, tu peux climatiser, mais en réalité, tu n'as pas besoin parce que on peut ventiler, on fait du free cooling, on construit un bâtiment avec des prises solaires extérieures pour éviter évidemment que le soleil tape sur une mur rideau, ce que je dis tout à l'heure.
Et après, c'est aussi un peu il faut aussi que le gens, l'utilisateur, change un peu les habitudes. Donc, en hiver, il ne faut pas venir en t-shirt. Je pense qu'il faut porter un pull vert. J'ai un gilet, là, c'était trop chaud. Et en été, même chose. Donc, je pense que c'est dans les deux sens, mais il faut qu'on essaie de ne plus faire la climatisation. Je vais compléter la réponse d'Axel, mais il va m'empêcher de dormir pendant quelques semaines parce que donc nous, sur le projet de la marque, nous n'avons pas mis de climatisation. C'est celui-là. Et donc, du coup, c'est une approche, c'est une conception bioclimatique avec un confort adapté, comme on dit. Donc, on joue sur du rafraîchissement naturel avec des circulations d'air, des fenêtres qui sont pilotées par vérin, des occultations très efficientes. Et sur le papier, puisque l'immeuble n'est pas encore livré, les études montrent que ça fonctionne bien. Voilà. J'espère que dans la réalité, ça le sera aussi. Non, mais on est très confiant et on pense qu'on va trouver des preneurs qui seront à l'écoute de ça. Il y a quand même du rafraîchissement sur l'air neuf, qui est géré aussi pour aller au bout de l'approche bas carbone, qui est gérée avec la récupération des eaux non potables de Paris, puisqu'il y a un réseau d'eau non potable dans Paris. Avec ça, on récupère, ça alimente les pompes à chaleur, qui rafraîchit quand même l'air neuf qui est injecté dans le bâtiment. Vous voyez que c'est une demande de vos clients aussi, Elodie, même si vous n'intervenez pas au premier chef sur l'équipement de l'immeuble? Aujourd'hui, c'est une demande qu'on a, mais c'est vraiment à la marge. Effectivement, nous, notre démarche et nous, nos convictions, c'est effectivement de les éduquer, entre guillemets, de les accompagner dans l'utilisation des solutions qui sont à leur disposition pour éviter la surconsommation, justement. Une autre question? Je vais poser la dernière. Alors, est-ce que ces opérations, quel est leur degré de complexité en fait, par rapport à une opération normale? Est-ce que vous pensez que c'est un peu le futur des opérations qu'on verra demain dans la production de bureaux? C'est-à-dire plus de complexité dans pas mal de niveaux, urbain, usage, flexibilité? Oui, je pense, en tout cas dans les centres-villes, même Paris et aussi dans d'autres villes, je pense on va être à la restructuration, la réutilisation, la construction neuve, ça va être moins en moins autorisé et aussi ça fait moins de sens parce qu'on a déjà beaucoup de bâtis, donc je pense... nous, on était toujours sur la restructuration parce que je grandis à Paris, donc comme architecte, je veux dire. Et je remarque, par exemple, aujourd'hui, il y a plein d'agences qui disent non, la restructuration, ça ne nous intéresse pas parce que c'est pas assez noble. Moi, je trouve que c'est génial de travailler avec l'existant, mais tout le monde commence à se concentrer et intéresser pour ça parce qu'il y a aussi un vrai facteur économique aujourd'hui. Construction neuve, en tout cas dans le tertiaire, il y a moins en moins, c'est clair. Mais je confirme. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de foncier libre disponible. Et aujourd'hui, les immeubles qui sont obsolètes, quand vous commencez à les détruire, vous n'avez plus le droit de les reconstruire. Donc, de toute façon, ça s'impose à nous. Elodie? Et c'est effectivement notre cœur de marché aujourd'hui. On a quelques opérations en cours de construction de BFA ou de VFA, mais le cœur de notre activité concerne des immeubles déjà construits et de plus en plus des réaménagements de nos clients qui ont prolongé leur baux et du coup qui restent dans leur solution aujourd'hui. Vraiment plus aucune question? Bien, on va clôturer. Je crois. Merci à Elodie, Axel et Guillaume pour leurs interventions, leurs témoignages. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence et bon CIMI. Merci.